Bonsoir à tous, bienvenue au LAP pour ce mercredi du LAP, le 12e si on ne s'est pas trompé, on vient de faire les comptes, donc c'est notre anniversaire des mercredis du LAP, la 12e conférence. Donc aujourd'hui on va avoir une conférence de Frédéric Marion qui est directrice de recherche au CNRS et qui va nous parler des ondes gravitationnelles, une prouesse instrumentale et une révolution scientifique. Et donc je te donne le micro Frédéric. Merci Gilles. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Donc moi aussi je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre présence. Je dois dire que je trouve ça vraiment réconfortant qu'on se retrouve aussi nombreux un soir de décembre pour parler de science. Donc merci vraiment d'être venus. Donc voilà, donc effectivement aujourd'hui on va parler d'ondes gravitationnelles. Et donc on va commencer par expliquer ce que sont ces ondes gravitationnelles et puis comment elles sont produites avant d'aborder leur détection et la science qu'on fait avec. Mais avant de parler d'ondes gravitationnelles proprement dites, moi j'aime bien commencer par parler un petit peu de gravitation, ne serait-ce que parce que ça explique pourquoi un laboratoire comme le LAP s'intéresse aux ondes gravitationnelles. Donc le LAP, donc c'est le laboratoire d'Annecy de physique des particules. Mais alors en fait, pas seulement les particules, mais les physiciens, les physiciennes ici s'intéressent aux particules et à leurs interactions, c'est-à-dire aux forces qui s'exercent entre elles. Et il se trouve que la gravitation, c'est une des 4 forces qu'on trouve dans la nature. Donc on les appelle les interactions fondamentales. Donc on a la force forte, celle qui va assurer la cohésion des noyaux d'atomes. On a la force électromagnétique, donc qui a trait à tout ce qui est la lumière, les atomes, les molécules. Et puis on a la force dite faible, qui est responsable de la radioactivité. Et on a la gravitation. Et alors si vous regardez la deuxième colonne ici, qui vous indique un peu la force, donc l'intensité relative entre ces différentes forces, vous voyez que la gravitation, on aurait pu l'appeler la force ultra faible, parce qu'elle est vraiment des dizaines d'ordres de grandeur moins intense que les autres. Donc ça veut dire que finalement elle est relativement mal connue par rapport aux autres. Or c'est une force qui est aussi très intéressante à étudier. Donc du coup elle a une place à part. Donc d'une part à cause de cette intensité bien moindre, si on considère 2 électrons par exemple, donc la force de gravitation qui s'exerce entre les deux du fait de leur masse, elle est 42 ordres de grandeur moins intense que la force électromagnétique qui s'exerce entre eux du fait de leur charge électrique. Donc ça veut dire que la gravitation à l'échelle des particules, elle va jouer aucun rôle. En revanche, elle joue un rôle très très important pour structurer l'univers à grande échelle. Donc c'est la gravitation qui est responsable de la cohésion des systèmes planétaires comme notre système solaire. C'est sous l'influence de la gravitation que la matière a tendance à se regrouper au sein de galaxies et les galaxies à se regrouper sous forme d'amas de galaxies. Donc vraiment, voilà, à grande échelle dans l'univers, elle joue un rôle très important. Et c'est aussi pour ça qu'elle va se retrouver un peu au cœur de 2 grandes énigmes de la physique contemporaine, que sont la matière noire et l'énergie noire. Donc c'est vraiment très important de s'assurer qu'on comprend bien comment la gravitation fonctionne. Une autre chose qui met la gravitation à part, c'est qu'elle est décrite dans un cadre théorique qui est complètement différent des 3 autres. Donc les 3 autres interactions fondamentales sont décrites par des théories quantiques des champs, alors que la gravitation est décrite par la théorie moderne de la gravitation. C'est celle qu'on doit à Einstein, qui a été élaborée au début du XXe siècle, et à la théorie de la relativité générale. Alors, si on s'intéresse un petit peu plus donc à ce cadre théorique moderne pour décrire la gravitation, donc la relativité générale. Donc Einstein est parti du constat que la masse, ça représentait 2 choses qui sont a priori distinctes. La masse, c'est d'abord la masse gravitationnelle, c'est-à-dire un peu l'analogue de la charge électrique, c'est-à-dire c'est la capacité d'un objet à ressentir
l'interaction gravitationnelle, mais la masse, c'est aussi une mesure de l'inertie. C'est-à-dire l'inertie, c'est la résistance qu'un objet a pour changer son mouvement. Donc, par exemple, si vous faites vos courses à l'ancienne en poussant un bon vieux caddie de supermarché, donc votre caddie il est lourd, hein, donc ça c'est la masse gravitationnelle. Puis si vous essayez de lui faire prendre un virage et qu'il n'a pas trop envie, là c'est vraiment sa masse inertielle que vous ressentez. Or ces deux concepts de masse, finalement, a priori, ils n'ont rien à voir, sauf que numériquement, ils sont exactement égaux. Et donc, Einstein a vu que là, il y avait quelque chose qui n'était pas une coïncidence, mais qui pointait vers le fait que la force gravitationnelle, finalement, avait beaucoup à voir avec des forces d'inertie. Et ça, donc, ça l'a conduit à proposer une description de la gravitation qui est entièrement géométrique et qui émerge comme une propriété géométrique d'un espace-temps qui devient dynamique. Alors j'ai une petite vidéo là ici qui illustre un peu comment ça se passe et qui utilise la même astuce de visualisation que la toile de trampoline qu'on a là-haut dans l'espace Utopia, que vous avez peut-être vu avant de venir ici, où en fait on réduit l'espace à 2 dimensions et on utilise la 3e dimension pour visualiser cette histoire de courbure de l'espace. Et donc la manière dont ça fonctionne, donc les masses dans l'espace vont courber l'espace autour d'elles, et cette courbure va déterminer le déplacement des masses dans l'espace. Donc c'est cette manière de voir la gravitation. Donc c'est résumé par la formule de Wheeler, qui était un physicien américain, qui dit la matière va dire à l'espace comment se courber. Et l'espace va dire à la matière comment se déplacer. Et donc dans cette manière de voir la gravitation, donc émerge du coup le concept d'onde gravitationnelle naturellement, dans la mesure où cette courbure de l'espace-temps, elle va pouvoir vibrer, et ces vibrations de la courbure de l'espace vont se propager dans l'espace, dans le vide. Donc c'est ce phénomène-là qu'on appelle le phénomène d'onde gravitationnelle, et qui va se produire quand on a des mouvements de masse qui sont relativement génériques. Il faut quand même certaines conditions. Disons un émetteur typique d'onde gravitationnelle, ça va être 2 masses qui se tournent l'une autour de l'autre. Alors l'effet de ces ondes gravitationnelles, en fait, donc ce sont des ondes qui sont transverses, c'est-à-dire que leurs effets vont se manifester dans des plans perpendiculaires à leur direction de propagation. Et dans ce plan, en fait, les ondes gravitationnelles, elles vont étirer ou contracter l'espace suivant 2 directions orthogonales. Et donc ces 2 axes de référence, ils peuvent être comme ceci, ou ils peuvent être tournés à 45 degrés. Donc nous on dit qu'on a deux états de polarisation distincts. Donc cet étirement ou cette contraction de l'espace va faire que les distances entre des masses qui seraient en chute libre dans l'espace qui se retrouvent déformées vont changer. Donc c'est ce qu'on a illustré sur la petite animation ici. Donc là on imagine qu'on a des masses en chute libre qui sont disposées en cercle dans l'espace. Une onde gravitationnelle se propage le long des différents cercles, et on voit donc les distances qui changent et qui oscillent en étant allongées ou raccourcies suivant les 2 directions orthogonales. Alors l'onde gravitationnelle, il faut voir que ça correspond vraiment à une déformation de l'espace. Donc ça veut dire que son amplitude, donc on la note généralement petit h, et je crois que c'est à peu près la seule formule que vous verrez ce soir, hein, donc vous affolez pas, mais donc c'est juste pour vous montrer que cette amplitude, ça correspond à une variation relative de distance. Donc si je note la longueur de départ entre les différentes masses L et la variation due au passage de l'onde delta L, donc l'amplitude de l'onde correspond au rapport entre les deux, ce qui veut dire que plus la longueur est grande au départ, et plus l'effet va être grand aussi.
Donc ça va être important pour concevoir nos détecteurs. Une autre chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que l'onde, elle va être engendrée donc par des mouvements de masse et elle va se propager entre donc la source et nous, l'observateur, et son amplitude va décroître avec la distance entre la source et l'observateur. Et alors, si on considère des sources astrophysiques puissantes, en fait, on voit que l'effet, les modifications de distance sont tout petits, donc on va avoir besoin de considérer des sources astrophysiques qui sont extrêmement puissantes, même si elles sont relativement éloignées de nous, parce qu'il n'y a que là qu'on va avoir des masses et des vitesses mises en jeu qui soient suffisantes pour avoir des ondes gravitationnelles qu'on peut détecter sur Terre. Donc malgré ça, donc même si on considère les sources les plus puissantes qu'on puisse imaginer, l'amplitude qu'on reçoit sur Terre, c'est au mieux 10 puissance moins 21. Donc 21 ordres de grandeur entre les variations de distance et la distance de départ. Donc c'est un chiffre qui est évidemment extrêmement petit, et c'est ça qui a fait toute la difficulté d'arriver à détecter les ondes gravitationnelles. Donc la découverte, c'est-à-dire le tout premier signal d'onde gravitationnelle qu'on ait pu mesurer, ça a été fait en 2015. Donc pas tout à fait il y a 10 ans. Alors je sais que pour les plus jeunes d'entre vous, 10 ans ça paraît beaucoup, mais à l'échelle de l'histoire des sciences, c'est vraiment tout récent. Et c'est une découverte qui a été jugée importante, suffisamment importante pour décerner le prix Nobel 2017 à 3 collègues américains. Et l'importance de cette découverte, elle tient à deux choses, je dirais. La première, c'est que c'était effectivement une prouesse instrumentale, donc c'était très difficile, et il s'est passé beaucoup de temps, un siècle, entre la prédiction du phénomène donc par Einstein au début du XXe siècle et la mise en évidence expérimentale au début du XXIe siècle. Et la deuxième raison, c'est que donc c'est le volet révolution scientifique, c'est-à-dire que c'est une découverte qui ouvre un nouveau champ en permettant en fait d'utiliser les ondes gravitationnelles pour explorer un certain nombre de questions de la physique. Donc le premier signal observé en 2015, donc depuis il y en a eu beaucoup d'autres. Ici on a une petite photo de famille qui récapitule la petite centaine de signaux d'ondes gravitationnelles qu'on avait observés jusqu'en 2020. Et depuis l'année dernière, on est à nouveau en période d'observation, donc aujourd'hui on en est à quelques centaines d'événements. Alors, ces signaux qu'on observe aujourd'hui, de quelle source exactement est-ce qu'ils proviennent? Donc, en fait, ils proviennent de la fusion, on dit la coalescence de systèmes binaires d'astres compacts. Alors, par astre compact, on entend ici étoile à neutrons ou trou noir stellaire. Donc dans les deux cas, en fait, on parle de vestiges d'étoiles massives. Donc les étoiles, quand elles ont terminé leur vie d'étoiles brillantes, qu'elles ont épuisé leur carburant, si elles sont très massives, elles vont s'effondrer sur elles-mêmes pour laisser derrière elles soit un trou noir si elles sont particulièrement massives, soit si elles sont massives mais un petit peu moins, une étoile à neutrons. Donc, qui est un objet qui est un astre qui est extrêmement dense. Une étoile à neutrons, ça pèse typiquement un petit peu plus que le Soleil, mais toute cette matière est concentrée dans une étoile qui fait à peu près 20 km de diamètre. Donc, c'est vraiment très très dense. Et donc là, on a des systèmes binaires, donc deux trous noirs ou deux étoiles à neutrons ou étoiles à neutrons et trous noirs, donc qui sont liés par la gravitation et qui sont en orbite l'un autour de l'autre. Et donc le système émet des ondes gravitationnelles. Et donc, ça représente une perte d'énergie pour le système et ça va faire que les deux astres vont se rapprocher et du coup tourner plus rapidement l'un autour de l'autre, émettre de plus en plus d'ondes gravitationnelles.
il se rapprochait de plus en plus, et donc vous voyez qu'on a un phénomène comme ça qui fait que le système binaire court à sa perte d'une certaine manière, et que les deux astres finissent par se rapprocher suffisamment pour entrer en collision et fusionner. Alors le signal d'onde gravitationnelle qui est associé à ce type de phénomène, donc une coalescence de systèmes binaires compacts, il est caractéristique puisque donc on est capable de le prédire numériquement en résolvant les équations de la relativité générale. Et donc vous voyez qu'il a deux propriétés qu'on voit assez facilement. La première, c'est que donc les deux astres tournent de plus en plus rapidement l'un autour de l'autre, et donc ça veut dire que la fréquence du signal augmente, donc les oscillations sont de plus en plus rapprochées, et aussi à mesure que les deux objets se rapprochent, le signal devient de plus en plus intense. Donc on le voit là par exemple sur ce schéma qui représente donc l'amplitude de l'onde en fonction du temps. Donc on voit le signal qui augmente et puis les oscillations qui se rapprochent. Ça se voit bien aussi si on regarde dans le plan temps-fréquence. Donc ça c'est une représentation du signal avec le temps qui s'écoule ici sur l'axe horizontal et la fréquence du signal qui est représentée sur l'axe vertical, et puis la couleur, ça correspond à l'intensité du signal. Donc on a cette forme très caractéristique en virgule. Donc en anglais on disait le chirp. Qui est très caractéristique de ces signaux, et c'est aussi très caractéristique à l'oreille. Donc là je vais vous le faire entendre. Donc si on transforme un signal d'onde gravitationnelle en son en le branchant sur un haut-parleur, donc on va entendre très nettement donc cette fréquence qui augmente, c'est-à-dire le signal devient de plus en plus aigu, et puis l'intensité qui augmente, le signal devient de plus en plus fort. Donc c'est ce qu'on va entendre maintenant. Ça correspond à un signal simulé d'une coalescence de deux étoiles à neutrons. Voilà. Ouais, je sais, ça fait pas rêver, mais nous si en fait. Et donc en fait, ces signaux, ce sont des signaux qui sont rares, mais on sait ce qu'on cherche. Voilà. Et donc ça a été une grande aide et c'est toujours une grande aide pour arriver à les repérer dans les signes, dans les données de nos détecteurs qui par ailleurs contiennent beaucoup de bruit de fond. L'échelle de temps, alors c'est quoi? C'est 0,30 comme ça? C'est quelle unité? De secondes. Alors ça dépend de la masse des astres. Donc là, en l'occurrence, c'est le signal qui correspond au signal découvert en tout premier, qui correspondait à des trous noirs relativement lourds. Je vais y revenir tout à l'heure. Si on considère deux étoiles à neutrons, vous avez entendu, ce que je vous ai fait entendre, c'était beaucoup plus long. Donc là, c'est plutôt des secondes, voire des dizaines de secondes. Et ce signal n'existe plus fois. Oui, il est passé, et puis voilà, et il continue sa vie dans l'univers, et voilà, il y a peut-être d'autres détecteurs d'ondes gravitationnelles quelque part, je sais pas. Et donc une chose à garder en tête aussi, c'est que donc la fréquence caractéristique du signal, donc ça correspond à la hauteur du son, si vous voulez, si on le transforme en son, ça décroît avec la masse du système. Donc plus le système est lourd, et plus les masses vont aller vers des sons graves, si vous voulez. Il se trouve que les détecteurs qu'on a sur Terre aujourd'hui, donc j'y reviendrai plus tard, sont sensibles à relativement haute fréquence, et ces fréquences du coup nous permettent d'être sensibles à des coalescences binaires de trous noirs de masse stellaire, c'est-à-dire des trous noirs relativement légers qui proviennent d'étoiles massives. Mais ces trous noirs stellaires, ce ne sont pas les seuls qu'on trouve dans l'univers. Au centre des galaxies,
on a aussi des trous noirs qui, pour le coup, sont dans une gamme de masse complètement différente. C'est des millions, voire des milliards de fois le Soleil. Et ces trous noirs, donc on dit supermassifs, ils peuvent aussi être en système binaire et émettre des ondes gravitationnelles, mais celles-ci vont être à des fréquences beaucoup plus basses que ce qui est accessible à nos interféromètres terrestres d'aujourd'hui. Donc ça m'amène à vous parler du spectre des ondes gravitationnelles, puisque de la même manière que pour les ondes électromagnétiques, on a tout un spectre, donc qui dépend de la longueur d'onde et la fréquence de l'onde électromagnétique en question. On a la lumière visible, mais à plus courte longueur d'onde, on va avoir les rayons ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma, et puis à plus grande longueur d'onde, on va avoir les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio. Mais de la même manière, les ondes gravitationnelles peuvent avoir tout un tas de différentes longueurs d'onde et fréquences. Et nos détecteurs terrestres actuels, ils vont couvrir plutôt la partie haute du spectre ici, autour d'une centaine de hertz. Et donc chaque gamme de fréquences en fait va avoir son type de détecteur particulier. Si on veut aller à plus basse fréquence, il faut aller faire de l'interférométrie dans l'espace. Et l'Agence spatiale européenne a un projet, qui s'appelle la mission LISA, pour faire ça d'ici une décennie, on va dire. À plus basse fréquence, en faisant de la chronométrie de pulsars, on peut détecter des ondes gravitationnelles autour du nanohertz. Et puis, à l'extrême du spectre ici, donc aux très très basses fréquences, on a les ondes gravitationnelles dont la période d'oscillation finalement est très comparable à l'âge de l'univers. Et donc ça, ce sont des ondes qu'on peut pas vraiment espérer détecter en tant que telles, mais dont on pense qu'elles peuvent avoir laissé une empreinte sur le fond diffus cosmologique et qui donc peut donner un accès observationnel à ces ondes-là. Donc on a des techniques de détection qui sont spécifiques dans le spectre. Donc on a des sources astrophysiques aussi qui sont spécifiques et complémentaires. Donc par exemple, si on reste sur nos histoires de coalescence de systèmes binaires d'astres compacts, si on regarde à plus basse fréquence, on peut soit avoir des coalescences donc de trous noirs beaucoup plus massifs, par exemple, ou les mêmes systèmes relativement légers, mais bien en amont de la coalescence, en fait, bien avant que la fréquence ait augmenté jusqu'à la fréquence visible dans nos détecteurs terrestres actuels. Voilà. Donc ça c'est pour les sources astrophysiques. Et une chose importante aussi, c'est que toutes ces différentes techniques observationnelles ou expérimentales, donc qui donnent accès à différentes parties du spectre, ont en commun, d'être complémentaires pour explorer ce spectre à la recherche de signes d'un accès à la physique de l'univers primordial, puisque la physique des premiers instants de l'univers est très mal connue. Et là, on a là des phénomènes qui se passent à très haute énergie, qui sont hors d'atteinte de ce qui peut se faire en physique des particules auprès des collisionneurs, par exemple. Mais donc ces processus de haute énergie de l'univers primordial sont susceptibles d'avoir émis des ondes gravitationnelles qu'on pourrait éventuellement détecter aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu un objectif dont on ne sait pas dire si et quand on l'atteindra, mais c'est une autre raison pour laquelle les physiciens des particules s'intéressent à ce genre de physique. Voilà, donc maintenant j'aurais passé au volet détection des ondes gravitationnelles.
Donc, en commençant peut-être par une petite chronologie. Donc, je mentionnais tout à l'heure que la prédiction du phénomène d'onde gravitationnelle, donc elle remontait à 1916, donc avec la théorie de la relativité générale. Et pendant longtemps, mais vraiment pendant longtemps, hein, des dizaines d'années, en fait, les physiciens n'ont même pas essayé de les détecter parce qu'en fait, bon, alors, au début, ils n'étaient pas vraiment sûrs si c'était un vrai phénomène ou un artefact de la théorie. Et puis même quand ils se sont convaincus que c'était bien réel, ils pensaient que jamais ce serait possible d'arriver à les mettre en évidence, étant donné la petitesse des effets que je mentionnais tout à l'heure. Et du coup, il a fallu attendre les années 60 et 70 pour qu'il y ait les premiers efforts expérimentaux, donc avec des détecteurs qui n'avaient rien à voir avec ceux qu'on utilise aujourd'hui, et qui effectivement avaient une sensibilité qui était pas du tout suffisante pour observer des ondes gravitationnelles. Disons qu'il y avait quand même un côté pionnier et ça a permis de lancer le mouvement de tenter de détecter les ondes gravitationnelles. Ce qui a été décisif, en fait, ça a été les années 80, où on a eu la première preuve observationnelle que les ondes gravitationnelles existaient bien. Et donc ça c'est venu de l'observation d'un pulsar binaire. C'est-à-dire, en fait, c'est donc un système binaire de 2 étoiles à neutrons, dont l'une est un pulsar, c'est-à-dire qu'elle est détectable depuis la Terre par son émission d'ondes radio. Et quand on reçoit ces ondes radio, ça nous permet d'analyser la dynamique du système, et ça a permis de montrer que effectivement l'orbite des 2 étoiles à neutrons l'une autour de l'autre rétrécissait avec le temps, d'une manière qui était parfaitement en accord avec les prédictions de la relativité générale, qui dit qu'effectivement, connaissant les masses de ces 2 astres, on peut prédire combien le système perd d'énergie par émission d'ondes gravitationnelles et comment les 2 objets vont progressivement se rapprocher l'un de l'autre. Donc c'était indirect au sens où on n'avait pas détecté les ondes gravitationnelles émises par ce système, mais disons que c'était quand même quelque chose de très convaincant pour se dire que les ondes gravitationnelles existaient bien, et ça a été un peu un déclencheur pour lancer les efforts de conception des grands interféromètres qu'on a aujourd'hui et commencer à les construire. Donc la première génération, elle est arrivée à maturité dans les années 2000, donc ça a été les détecteurs LIGO et Virgo initiaux, qui n'ont pas détecté d'ondes gravitationnelles parce que leur sensibilité n'était pas encore tout à fait suffisante pour arriver à le faire, mais qui ont eu malgré tout le grand mérite de montrer que c'était possible d'arriver à ce genre de sensibilité incroyable, permettant d'espérer de détecter les ondes gravitationnelles, et que ça valait le coup de persévérer et en améliorant ces détecteurs, de passer à une 2e génération. Donc ces détecteurs des années 2000, en fait, on a conservé l'infrastructure, mais on les a essentiellement entièrement démontés pour reconstruire des détecteurs plus sensibles. Donc ça a été les détecteurs dits avancés, donc Advanced LIGO, Advanced Virgo, qui ont effectivement abouti à détecter les premiers signaux et les dizaines voire centaines de signaux qu'on observe maintenant. Et alors c'est pas fini évidemment, hein. Donc on a déjà en tête de construire une 3e génération d'instruments dans de nouvelles infrastructures, et il y a aussi beaucoup d'efforts là que j'ai évoqués rapidement quand je discutais le spectre, pour aussi aller dans l'espace, pour aller à plus basse fréquence, faire de la chronométrie de pulsars pour aller à encore plus basse fréquence et mesurer le fond diffus cosmologique avec précision pour voir s'il y aurait la trace d'ondes gravitationnelles primordiales. Donc tout ça, donc avec l'objectif de pouvoir sonder l'univers en profondeur à toutes les longueurs d'onde avec les ondes gravitationnelles. Alors les détecteurs qu'on a aujourd'hui, donc ce sont des interféromètres, donc ça je vais expliquer juste après ce que ça veut dire et en quoi ça consiste, et donc des grands interféromètres. Donc on en a 2 aux États-Unis, donc ce sont les détecteurs LIGO, qui sont à la fois les détecteurs de plus grande envergure, avec 4 km d'envergure pour chaque, et qui sont aussi les détecteurs les plus performants aujourd'hui. Donc on en a un sur le site de Hanford qui est au nord-ouest des États-Unis, et puis un autre sur le site de Livingston qui se trouve en Louisiane.
Et donc à côté de ça, donc on a le détecteur Virgo qui se trouve en Italie, qui fait 3 km de long, donc qui est le détecteur européen sur lequel le LAP est plus directement impliqué. Et puis donc le petit dernier, en fait, c'est le détecteur Kagra qui a été construit au Japon, aussi avec des bras de 3 km de long, et qui a la particularité d'avoir été construit sous terre, en fait, sous la montagne. Et donc celui-ci, il est plus récent et les collègues sont encore en train de travailler à sa mise au point avec l'idée qu'il puisse rejoindre les observations à partir de l'année prochaine. Alors donc je disais que nous ici on est plus particulièrement impliqués sur Virgo, mais en fait on est impliqué sur tout, au moins en termes d'analyse de données, parce que ces détecteurs, ils ont la particularité de fonctionner en réseau, c'est-à-dire ce sont pas des concurrents, mais au contraire ce sont des collaborateurs. Il y a très longtemps en arrière, on a décidé que on échangerait toutes nos données et qu'on les analyserait en commun. Ça, c'était la raison de ça, c'était en partie une nécessité qui était dictée par la science qu'on veut faire, dans la mesure où pour détecter un signal d'onde gravitationnelle, un seul détecteur peut éventuellement suffire, mais si on veut savoir où se trouve la source, c'est-à-dire de quelle direction du ciel le signal provient, un détecteur ne suffit pas et on est obligé de comparer les signaux qui sont recueillis dans différents détecteurs. En fait, on fait de la triangulation. Et du coup, pour ça, c'est absolument nécessaire d'avoir plusieurs détecteurs qui travaillent ensemble. Alors, comment est-ce qu'ils fonctionnent exactement ces grands interféromètres? Donc, vous vous souvenez, quand en introduction, donc on regardait l'effet physique des ondes gravitationnelles, donc qui étirent et contractent l'espace dans un plan perpendiculaire à leur direction de propagation et qui vont modifier les distances. Donc c'est ces fluctuations de la distance qu'on veut mettre en évidence. Donc ce qui pour nous va jouer le rôle de masse en chute libre, ça va être des miroirs suspendus, et on va utiliser de la lumière qui se propage entre les miroirs pour mesurer le temps que la lumière met pour parcourir la distance et mettre en évidence que ce temps fluctue. Et on va le faire en fait en utilisant l'interférométrie qui nous permet de faire une mesure comparative. Donc on va avoir ici un faisceau laser qui est envoyé sur un miroir semi-réfléchissant qui sépare en deux. Et donc la lumière se propage jusqu'au miroir d'extrémité et va revenir, et les deux faisceaux vont se recombiner. Et en fait, la lumière est elle-même une onde, et donc la manière dont les deux faisceaux vont se recombiner ici en sortie dépend de la phase des deux signaux, c'est-à-dire à quel point les creux et les bosses ici se trouvent alignés ou non. Et quand au passage de l'onde gravitationnelle, vous vous souvenez que les effets sont opposés dans deux directions opposées, donc un bras va s'allonger pendant que l'autre va se raccourcir et inversement, et du coup ça va modifier les conditions d'interférence en sortie de l'interféromètre, donc du coup la manière dont les deux faisceaux se recombinent pour produire plus ou moins de lumière. Et donc, du coup, les différences de longueur des bras vont se traduire par une variation de l'intensité lumineuse du faisceau recombiné en sortie de l'interféromètre. Et donc, nous, c'est ça qu'on va mesurer. C'est cette intensité lumineuse et repérer ces variations. Donc vous voyez que le principe est finalement simple. Toute la difficulté, ça va être d'arriver à le faire avec la sensibilité dont on a besoin. Donc vous vous souvenez que l'amplitude de l'onde, ça correspond à une variation relative de longueur. Donc si on prend des longueurs de quelques kilomètres de long, comme on a dans LIGO et Virgo, 3-4 kilomètres, variation relative de 10 puissance moins 21, ça veut quand même dire donc, que les bras de notre interféromètre sur 3 ou 4 kilomètres, ils vont varier d'une quantité qui correspond à 10 puissance moins 18 mètres.
Donc ça, on peut essayer de le comparer à des choses de référence. Donc, par exemple, une quantité naturelle à laquelle le comparer, c'est la longueur d'onde de notre laser. Donc nous, on utilise des lasers infrarouges qui ont une longueur d'onde d'1 micron. Donc 1 micron, 10 puissance moins 6 mètres. Donc vous voyez que par rapport à la longueur d'onde du laser, on est 12 ordres de grandeur en dessous. Donc c'est petit. On peut aussi le comparer des tailles de référence de la matière. Et si on pense à des trucs petits, donc vraiment le plus petit qu'on puisse avoir en tête, par exemple, c'est-à-dire le proton, qui correspond au plus petit noyau d'atome, le noyau de l'atome d'hydrogène. La taille caractéristique d'un proton, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Vous voyez que là, on est encore 3 ordres de grandeur en dessous de la taille du proton. Et donc c'est évidemment cette petitesse extrême qui fait toute la difficulté, puisque donc il faut que notre détecteur n'ait pas de bruit de mesure, de bruit de fond qui soit supérieur à ces signaux qu'on cherche à mesurer. Donc ça veut dire que nos interféromètres, ils vont être un petit peu plus compliqués que l'interféromètre de Michelson tout simple que je vous ai montré sur la petite animation avant. On va ajouter des miroirs supplémentaires pour améliorer la sensibilité. Donc, en gros, on va vouloir 2 choses. On va vouloir d'une part que nos miroirs, donc qui nous servent de masse de référence, soient le plus immobiles possible, et on va vouloir que la mesure qu'on fait soit la plus propre possible. C'est-à-dire que il faut que les miroirs soient immobiles, et il faut aussi que quand les miroirs soient immobiles, ce qu'on mesure ne nous dise pas qu'ils sont en train de bouger alors qu'ils sont immobiles. Donc ça veut dire que, notamment, que le faisceau laser qu'on utilise, il va devoir être ultra stable, à la fois dans sa longueur d'onde, dans son intensité, dans son pointage sur le miroir semi-réfléchissant. Voilà, tout ça doit être extrêmement contrôlé. Les miroirs suspendus qu'on a, ils vont aussi devoir être quasiment parfaits, parce que on veut qu'ils puissent réfléchir la lumière des milliers et des milliers de fois sans déformer le faisceau laser, pour que la mesure reste bien propre. Donc là, ça vous voyez, c'est une photo d'un miroir de Virgo. Et peut-être vous vous demandez pourquoi je vous parle de miroir alors que ça a juste l'air d'un bloc de verre transparent. En fait, c'est juste parce que nous, le faisceau laser qu'on utilise, c'est un faisceau laser infrarouge. Et donc, pour la lumière infrarouge, c'est un miroir. Pour la lumière visible, en fait, c'est transparent. Donc ces miroirs, on va devoir les suspendre. Donc d'une part pour qu'ils puissent être un peu comme en chute libre, pour repérer ces variations de la courbure de l'espace. Et puis on va aussi vouloir les suspendre pour les affranchir du bruit sismique. Alors nous, ce qu'on appelle bruit sismique, c'est pas tant les tremblements de terre, disons, au sens courant, que le fait que le sol bouge en permanence. Alors à des niveaux qui sont relativement faibles, c'est typiquement de l'ordre du micron. Mais évidemment, par rapport aux 10 puissance moins 18 mètres qu'on cherche à mettre en évidence, c'est des ordres de grandeur trop grands. Donc en fait, nos miroirs, ils vont être suspendus à des pendules, même suspendus à des pendules, qui vont agir comme des filtres en fait, et en particulier pour les mouvements de haute fréquence, ne vont pas être transmis au miroir qui se trouve ici tout en bas, suspendu à sa chaîne d'atténuation. On va aussi vouloir que les faisceaux laser se propagent dans le vide. Donc on va avoir un vide poussé qui nous permet de pas perturber le faisceau laser. Ça évite aussi que le bruit acoustique se transmette au miroir. Donc ça nous permet d'être le plus au calme possible. Et puis, donc voilà, même quand on fait tout bien comme ça, on va avoir des choses assez fondamentales contre lesquelles on se retrouve à se battre. Donc, notamment, donc vous vous souvenez, donc le principe de la mesure, c'est de monitorer
l'intensité lumineuse du faisceau recombiné en sortie de l'interféromètre. Mais donc mesurer une intensité lumineuse, ça revient aussi à compter, enfin c'est une autre manière de le voir, ça revient à compter le nombre de particules de lumière, parce que la lumière c'est une onde, mais c'est aussi un corpuscule, on appelle les photons, et les photons sont des particules quantiques qui se laissent pas dénombrer de manière exacte, et donc quand on fait cette mesure d'intensité lumineuse, on a une incertitude fondamentale liée à la nature quantique que des photons. Et donc, on va devoir mettre en œuvre un certain nombre d'astuces pour limiter le plus possible l'impact de ce bruit d'origine quantique. Voilà, donc ça c'était vraiment les principes très généraux de comment fonctionnent nos détecteurs. Je voulais juste vous montrer deux photos pour illustrer, c'est vraiment des exemples de choses qui ont été faites localement, donc des bancs optiques, comme on les appelle, qui ont été conçus et construites par l'équipe de physiciens, physiciennes, ingénieurs, techniciens ici au labo. Donc, ce que vous voyez au premier abord, ce sont surtout beaucoup d'éléments d'optique, des miroirs, des lentilles, etc. Donc ça, c'est ce qu'on voit surtout sur la photo de gauche. Mais si on a un autre exemple, où on voit aussi un banc optique, mais dans son environnement, où on voit que c'est pas seulement de l'optique, mais donc c'est ce qu'on voit autour. Donc c'est une enceinte à vide qui va permettre de placer l'ensemble sous vide. Et puis en dessous, donc on voit un caisson où on a de l'électronique embarquée qui va permettre de contrôler tout ce qui a besoin d'être contrôlé sur ces bancs, et puis aussi de pouvoir faire la lecture des signaux, des capteurs qui nous intéressent à traiter par la suite, voilà, à extraire et à traiter par la suite. Donc il y a juste un élément comme ça, en fait, il y a beaucoup de corps de métier impliqués et beaucoup d'aspects différents. Voilà. Alors, juste pour conclure cette partie qui est consacrée donc à comment on détecte les ondes gravitationnelles et donc les différents détecteurs qu'on a. Donc, juste un petit mot pour expliquer comment on fonctionne en fait avec donc des périodes d'observation. Donc, on appelle ça des runs en fait. Donc, c'est des périodes de quelques mois ou quelques années où voilà, on touche pas à nos détecteurs, enfin si ce n'est pour les maintenir en fonctionnement, et on essaie de les maintenir voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, enfin, plus ou moins, pour observer les signaux d'ondes gravitationnelles qui traversent la Terre à ces moments-là. Et puis entre les périodes d'observation, donc on va avoir des périodes d'arrêt où on travaille à améliorer les détecteurs pour faire progresser leur sensibilité. Donc faire progresser la sensibilité, ça veut dire réduire le niveau de bruit de mesure, de sorte d'être capable de détecter des signaux qui soient plus petits. Et donc vous vous souvenez que l'onde gravitationnelle s'amenuise avec la distance entre la source et l'observateur. Donc si on est capable de détecter un signal plus petit, ça veut dire que pour une source d'intensité donnée, on est capable de voir plus loin. D'accord. Et quand on voit plus loin, du coup, on sonde un volume d'univers qui est beaucoup plus grand, et donc on détecte plus de signaux. Et donc ça justifie que le temps qu'on prend pour s'arrêter et travailler à rendre nos détecteurs plus sensibles, finalement, c'est pas du temps perdu, et c'est du temps qui est rapidement regagné, voire même plus que gagné, quand on revient la fois d'après en observation avec des détecteurs plus sensibles. Donc ça, vous le voyez par exemple très nettement donc sur la figure de droite ici, qui vous montre le nombre de signaux détectés en fonction du temps d'observation. C'est-à-dire que toutes les périodes d'arrêt, là, on les a enlevées. Et donc, on voit donc la première période d'observation en 2015-2016, voilà, on avait des détecteurs qui n'étaient pas très, très sensibles. Donc, on a eu quelques signaux. Celle d'après, ça allait un petit peu plus vite.
Et puis donc là, la période d'observation O3 2019-2020, on avait des détecteurs beaucoup plus sensibles. Donc là, vous voyez que le nombre de détections par semaine augmente. Et puis donc les détections qui sont actuellement en cours, donc qui ont commencé l'année dernière, vous voyez que le rythme s'est à nouveau accéléré. On en est à ces temps-ci, c'est de l'ordre de quelques-uns par semaine. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Voilà, donc ça c'est un peu la dernière partie de ce que je voulais vous raconter ce soir. Donc la science qu'on fait avec ces ondes gravitationnelles. Parce que donc, bon, évidemment, ne serait-ce que le côté prouesse instrumentale, ça suffit à motiver les physiciens et les physiciennes. Ça, il n'y a pas de problème. Et si en plus on peut faire de la science intéressante et amusante avec, c'est encore mieux. Alors déjà, peut-être comment on fait de la science avec ces signaux qu'on mesure. Donc en fait, bon, quand on mesure le signal, c'est que le début. En fait, ce qui est important pour pouvoir faire de la physique par la suite, c'est de pouvoir remonter aux paramètres de la source qui a émis les signaux. Donc pour l'instant, tous les signaux qu'on détecte sont des signaux de coalescence, de binaires, donc de trous noirs ou étoiles à neutrons, mais en caractérisant l'évolution du signal, qui varie d'un signal à l'autre, on peut remonter aux propriétés de la source et notamment les masses des astres compacts qui étaient à l'origine, la distance de la source, où elle se trouvait dans le ciel, si ça a été observé avec plusieurs détecteurs. Donc ensuite, ce sont ces propriétés extraites des données qui vont nous permettre de tirer des résultats. Et ensuite, donc les choses vont se faire soit à partir d'événements individuels qui sont exceptionnels pour une raison ou pour une autre, soit plutôt en regardant l'ensemble des signaux détectés de manière statistique. Là, on va plus les regarder un par un, mais s'intéresser à ce que mis tous ensemble, qu'est-ce que ça nous dit sur la population de sources qui se trouvent dans l'univers. Et puis, parmi les événements exceptionnels, il y en a qui sont encore plus exceptionnels que d'autres parce que ils sont ce qu'on appelle multimessagers. C'est-à-dire que pour ces événements-là, on n'a pas seulement un signal d'onde gravitationnelle, mais on a aussi un ou des signaux électromagnétiques, c'est-à-dire qu'on associe lumière au sens large et signal d'onde gravitationnelle, ce qui va nous apprendre beaucoup plus de choses. Et donc tout ça, on va l'utiliser pour répondre, ou tenter de répondre, ou commencer à explorer des questions qui touchent à l'astrophysique, à la physique fondamentale, à la cosmologie. Alors il y a tout plein de questions, mais évidemment on va pas avoir le temps de tout passer en revue, mais on va essayer de faire un petit tour sur chacun des aspects. Alors peut-être en commençant avec quelques événements qui ont marqué l'histoire, donc revenir brièvement déjà sur le signal de la découverte. Donc GW 150914 parce que mesuré le 14 septembre 2015. Donc on voit ici donc à cette date-là, on n'avait que les 2 détecteurs LIGO qui venaient de recommencer des observations dans leur version avancée. Et donc on a les signaux qui ont été mesurés dans les 2 détecteurs de LIGO, donc le signal brut ici, donc avec encore le bruit de mesure, et puis sur la deuxième ligne on a le signal proprement dit qu'on peut extraire de ces données bruitées. Et donc on a eu le même signal dans les 2 détecteurs quasi simultanément, alors pas tout à fait simultanément, il y avait un petit décalage de 7 millisecondes entre les 2, donc qui correspond au temps que l'on a mis pour traverser la Terre et aller du nord-ouest des États-Unis jusqu'en Louisiane. Donc c'était un signal, on a eu de la chance pour le tout premier signal qu'on a observé, il était relativement intense entre guillemets, donc avec une amplitude au niveau 10 puissance moins 21, donc encore une fois ça correspond malgré tout à un changement de l'ordre de 4 millièmes de la taille d'un proton sur 4 km. Et quand on analyse ce signal, on peut se convaincre que ça correspondait à la coalescence de 2 trous noirs qui pesaient chacun à peu près 36 et 29 fois la masse du Soleil.
Donc la distance de la source était d'ordre de 1,3 milliard d'années-lumière, donc ce correspond aussi au temps que le signal a mis à se propager dans l'espace entre le moment où il a été émis et le moment où il a traversé notre détecteur. Et puis si on compare aussi les masses des deux trous noirs initiaux et puis la masse du trou noir final qui reste après que les deux trous noirs ont fusionné, on se rend compte qu'on a un écart assez conséquent qui correspond à 3 fois la masse du Soleil, et ça correspond à la quantité d'énergie qui est partie sous forme d'ondes gravitationnelles. Donc c'est un peu l'équivalent de 3 soleils. Disons, si on transforme la masse du Soleil en énergie en utilisant E égale mc2, c'est cette énergie-là qui a été dissipée. Donc l'essentiel a été dissipé juste avant la coalescence, donc dans une fraction de seconde avant la fusion proprement dite. Donc c'est colossal évidemment, hein. Donc l'espace lui-même vibre de manière infime, mais l'énergie qu'il faut déployer pour arriver à faire vibrer l'espace de manière infime comme ça, c'est colossal. Donc ça, c'était le tout premier. Donc évidemment, on restera à jamais le premier et donc à jamais totalement extraordinaire. Sauf qu'en fait, quand on le remet à sa place au milieu de tous ceux qu'on a pu détecter depuis, on se rend compte qu'en fait, il est relativement banal. Hein, c'est pas tellement étonnant. En fait, des événements comme ça, on en a plein. Donc ce que vous avez sur la figure ici, on a placé tous les signaux détectés jusqu'en 2020 en termes de la masse de l'astre le plus lourd ici et la masse de l'astre le plus léger ici sur l'axe vertical en échelle logarithmique. Donc ici on a une fois la masse du Soleil, ici 10 fois, ici 100 fois. Et donc vous voyez, on a tout cela qui correspond un peu à deux trous noirs. On a les deux objets qui sont relativement lourds. Dans le carré ici, on a plutôt les cas de deux étoiles à neutrons. On a les deux objets qui sont relativement légers. Et puis les systèmes mixtes ici, étoiles à neutrons, trous noirs, on a un lourd et un léger. Et donc vous voyez qu'on a beaucoup de coalescence de trous noirs. Et le tout premier, il se trouve quelque part ici dans le gros nuage qu'on a là, et donc qui est relativement typique. Donc quand on analyse donc l'ensemble de ces signaux et donc l'ensemble des sources de manière statistique, donc ça va nous permettre déjà de voir quelle est l'abondance de ces différents types de systèmes binaires et de coalescence. Donc deux trous noirs, deux étoiles à neutrons et trous noirs. On a les trois types maintenant. Et donc à quelle fréquence ces coalescences se passent dans une galaxie typique. Et puis en mesurant les paramètres, notamment les masses des deux objets, ça va nous permettre de mieux comprendre comment se sont formées et comment évolué les étoiles qui ont précédé les étoiles à neutrons et les trous noirs, qui les ont laissés derrière elles, puisque en particulier les masses, en particulier la masse maximale des trous noirs qu'on va pouvoir former de cette manière-là, va dépendre de la composition chimique de l'étoile, de comment l'explosion finale se passe. Donc en mesurant la distribution de masse, on va pouvoir mieux comprendre ça. Donc ça c'est le côté physique stellaire, en fait, mieux comprendre les étoiles. Et puis aussi les systèmes binaires eux-mêmes, comment est-ce qu'ils se sont formés, sachant qu'on a un peu deux scénarios de formation typiques. Le premier scénario, c'est que on avait deux étoiles massives qui étaient depuis le début dans un système binaire, et puis chacune a vécu sa vie d'étoile, est devenue trou noir ou étoile à neutrons, et on s'est retrouvé avec un système binaire de trou noir ou d'étoile à neutrons. Ou au contraire, le système binaire s'est formé a posteriori
une fois qu'on avait les trous noirs. S'ils sont dans un environnement qui est suffisamment dense pour qu'ils se croisent de manière assez rapprochée, en fait, ils peuvent se capturer l'un l'autre et puis former un système binaire de manière dynamique a posteriori. Donc les deux scénarios sont possibles. Donc vraisemblablement, les deux existent, coexistent dans l'univers. Il y en a probablement un qui domine par rapport à l'autre. Et donc nous, ça fait partie des choses qu'on essaie de comprendre, puisque le mode de formation va influer sur les propriétés de la population de sources dans son ensemble. Donc en mesurant l'un, on peut espérer avoir des informations sur ce qui nous intéresse. Donc ça c'est pour continuer un petit peu dans les aspects d'astrophysique, donc d'autres événements qui sont remarquables pour une raison ou pour une autre. Donc je disais, on a des systèmes de trous noirs, étoiles à neutrons, trous noirs, deux étoiles à neutrons. On a aussi des sources où en fait c'est pas très clair quelle est la nature d'un des deux astres. On a au moins deux exemples, mais un peu plus que ça, où soit le plus lourd des objets, soit le plus léger a une masse de quelques masses solaires, dont c'est pas clair si c'est un trou noir particulièrement léger ou une étoile à neutrons particulièrement lourde. Donc ça, ce serait intéressant de savoir. Avec juste le signal d'onde gravitationnelle, c'est très difficile de le savoir. Mais une chose que les astrophysiciens aimeraient bien comprendre, c'est si il y a une certaine continuité entre la masse maximale des étoiles à neutrons et la masse minimale des trous noirs, si on passe de l'un à l'autre de manière assez continue, ou s'il y a un espace de masse entre les deux où on n'a ni les uns ni les autres. Voilà, donc on a quelques cas un peu intrigants qui nous disent que voilà, dans ces zones de masse, on a des objets. Qu'est-ce que c'est? C'est moins clair. Un autre événement intéressant, donc c'est celui-là, donc détecté en 2019. Donc là, c'est plutôt à l'autre bout du spectre de masse. Donc c'était une source très lourde, en fait, et où on se rend compte que le trou noir final, donc qui résulte de la fusion, il fait pas loin de 150 fois la masse du Soleil. Et ça, c'est intéressant parce que ça le place, alors au début mais quand même dans la zone de ce qui est appelé les trous noirs de masse intermédiaire. Donc entre les trous noirs qui sont des vestiges d'étoiles et les trous noirs supermassifs qu'on trouve au centre des galaxies. Et ça, c'est un peu une énigme, cette zone intermédiaire, parce que dans la manière dont les astrophysiciens seraient tentés d'expliquer comment se sont formés les trous noirs supermassifs qu'on trouve au centre des galaxies, ils ont envie d'expliquer ça en disant qu'ils se sont formés par fusion successive, voilà, un peu petit à petit, quoi. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'on devrait en trouver aussi ici des trous noirs. Or, on n'en trouve pas ou peu, et donc là, c'est une indication qu'on a au moins dans ce cas-là, on a effectivement été capable de former un trou noir qui commence à être de masse intermédiaire. Alors je reviens à un autre événement. Alors je suis tentée de dire que c'est finalement l'événement le plus important, en disant probablement celui qui marquera le plus l'histoire en définitive, peut-être encore plus que l'événement de la découverte des ondes gravitationnelles. Ça a été un événement qu'on a détecté au mois d'août 2017, qui a été notre première coalescence d'étoiles à neutrons. Donc 2 étoiles à neutrons, et donc là à nouveau on a eu de la chance parce que d'une part le signal était particulièrement intense, et aussi parce que la source était bien localisée. C'est un des premiers signaux qu'on a pu observer avec 3 détecteurs en fonctionnement. Donc là, Virgo avait rejoint les 2 LIGO pour cette période d'observation. Et donc c'était un des premiers qu'on a observé avec 3 détecteurs qui étaient en observation. Donc il permet de faire de la triangulation et de bien localiser la source dans le ciel. Et ça a été important parce que c'est aussi notre premier événement, et même le seul à ce
ce jour, multimessager, c'est-à-dire où on a eu non seulement le signal d'onde gravitationnelle, mais aussi tout un tas de signaux dans le spectre électromagnétique. Donc, en fait, ce qui se passe, donc là, on a ces deux étoiles à neutrons qui vont entrer en collision, et donc juste après la fusion, la première chose qu'on a, c'est un sursaut gamma, c'est-à-dire un flash très bref de lumière très énergétique. Voilà, c'est ce qu'on voit là. Et puis, on a aussi de la matière qui est éjectée au moment de la collision et qui va se disperser dans l'espace. Et donc, on a cette matière extrêmement dense des étoiles à neutrons qui reprend un petit peu ses aises, là, qui se déconfite. Et puis, donc, cette matière riche en neutrons qui va se mettre à former des noyaux qui sont pas forcément stables. Donc, on a de la radioactivité. Donc, ça chauffe, ça brille un peu. C'est un peu comme une grosse explosion thermonucléaire. Et donc ça, c'est visible en fait, mais donc ça va briller dans le ciel, mais pas très longtemps. Donc en fait, c'est très important si on veut l'observer de pouvoir aller pointer les télescopes là où ça se passe. Et donc c'est là que c'est important de pouvoir détecter le signal d'onde gravitationnelle en temps réel, en localisant la source dans le ciel. Bon, là, en plus, on avait l'info qu'on avait le sursaut gamma qui avait été détecté indépendamment par ailleurs. Et donc, il y a eu cette course contre la montre, en fait, pour aller observer la lumière donc qui est assez faible et qui dure pas très longtemps, de ce qu'on appelle la kilonova, donc la lumière émise par l'éjecta de matière. Quand vous dites pas très longtemps, c'est quoi? Quelques heures, quelques semaines, quelques mois? Alors, le sursaut gamma, lui, c'est une fraction de seconde, et après, la kilonova, c'est quelques heures à quelques jours. Voilà. Et puis après, évidemment, ça dépend aussi de la distance à laquelle c'est, parce que plus c'est loin et plus c'est faible, et du coup, plus ça va disparaître vite, même si le phénomène lui-même continue à durer. Alors... Et donc le côté multimessager de cet événement-là, ça a été vraiment exceptionnel et ça a permis d'éclairer tout un tas de questions de physique vraiment importantes. Donc notamment l'origine des sursauts gamma courts. Donc les sursauts gamma, c'est quelque chose qui était observé depuis très longtemps. Il y en avait des plus ou moins courts que d'autres. Donc les plus longs, les astrophysiciens avaient déjà une explication confirmée dans quel phénomène s'était produit. Les plus courts d'entre eux, c'était pas clair et les astrophysiciens soupçonnaient que ça puisse être associé à des coalescences d'étoiles à neutrons. Mais là, on a eu pour la première fois la preuve que effectivement ça pouvait être le cas. C'était aussi la première fois qu'on avait une observation confirmée de la kilonova, donc l'émission de l'éjecta. On a pu aussi montrer que dans cet éjecta de matière dense, sont des conditions où se forment les ou des éléments les plus lourds qu'on trouve dans l'univers. Ça nous permet aussi d'explorer la structure de la matière ultra dense dans les étoiles à neutrons. Ça, je vais y revenir. Donc, on a vu aussi que le signal d'onde gravitationnelle et le sursaut gamma, ils sont arrivés quasi simultanément. Et donc ça permet de confirmer que les ondes gravitationnelles et la lumière se propagent à la même vitesse, qui était effectivement une prédiction de la théorie, mais qui a pu être vérifiée avec un grand degré de précision avec ce seul événement, qui nous donne aussi un moyen de mesurer l'expansion de l'univers. Donc ça, j'y reviendrai aussi un peu plus tard. Mais donc juste pour dire un mot de cette histoire d'étudier la matière ultra dense dans les étoiles à neutrons. Donc je disais, les étoiles à neutrons, elles sont vraiment particulièrement dense, plus d'une fois le Soleil dans un astre de 20 km de diamètre. Si vous preniez une cuillère à café, ça pèserait déjà le milliard de tonnes. C'est vraiment c'est hors du commun, on va dire. Et du coup, on y trouve des densités qui sont encore supérieures à la densité des noyaux d'atomes qu'on peut étudier sur Terre. Donc tout ça pour dire que c'est de la matière qui est dans un état qu'on ne connaît pas. En fait, on ne sait pas comment cette matière est structurée, on ne sait pas comment elle se comporte. Et évidemment, on aimerait bien savoir. Et les ondes gravitationnelles nous donnent
disons, un moyen d'étudier. Alors, ça va pas être, c'est pas facile et immédiat, hein, parce que donc typiquement le genre de choses qu'on aimerait mettre en évidence, c'est que donc ces deux étoiles à neutrons, quand elles s'approchent l'une de l'autre juste avant de fusionner, on s'attend à ce que chacune soit déformée par le champ gravitationnel de l'autre, en fait, avec des effets de marée, si vous voulez, comme les marées sur Terre. Et du coup, la déformation va dépendre de la structure et des propriétés de la matière des étoiles à neutrons. Sauf que la déformation elle-même et l'impact qu'elle va avoir sur le signal d'onde gravitationnelle, c'est petit, c'est subtil, et avec les sensibilités qu'on a aujourd'hui, on n'est pas encore capable de mettre en évidence. Alors on sait que les effets sont pas très forts, parce que s'ils étaient très forts, on les verrait. Donc il y a des choses qu'on est capable d'exclure, mais on n'est pas encore capable de les mesurer, disons, positivement, et de commencer vraiment à répondre à la question. Et donc avec des détecteurs plus sensibles dans le futur, on pourra faire ça. Et donc le dernier volet d'application de ces observations, c'est ce qu'on peut faire du côté donc physique fondamentale, gravité extrême, en confrontant les propriétés des signaux qu'on mesure et les sources qui les émettent aux prédictions de la relativité générale. Est-ce que les propriétés des ondes gravitationnelles sont bien celles qui sont prédites par la théorie? Est-ce que les trous noirs qui fusionnent ont bien les propriétés des trous noirs que leur donne la relativité générale? Est-ce que les signaux, donc qui reflètent vraiment la dynamique des systèmes binaires avant la coalescence, correspondent bien exactement aux prédictions de la relativité générale? Donc ça nous permet de tester la gravitation, hein, c'est un petit peu avec ça qu'on avait commencé au début, et ça nous permet de le faire dans un régime qu'on n'avait pas du tout touché avant. Donc la gravitation, on peut la tester par exemple dans le système solaire. Et donc si on regarde la vitesse des planètes dans le système solaire et qu'on compare cette vitesse à la vitesse de la lumière, c'est de l'ordre de 100 000 fois plus petit. Les tests de la relativité générale, on peut aussi en faire avec des systèmes de pulsars binaires, c'est-à-dire des systèmes de 2 étoiles à neutrons où on en a au moins une qui est un pulsar. Et donc là, dans les systèmes les plus relativistes, la vitesse du pulsar, c'est de l'ordre du millième de la vitesse de la lumière. Or là, dans les coalescences de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, juste avant la coalescence, les astres atteignent des vitesses qui s'approchent vraiment de la vitesse de la lumière. Alors de la moitié de la vitesse de la lumière. Donc du coup, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même régime et qu'on peut faire des tests dans des processus où le champ gravitationnel est extrêmement fort. C'est ce qui n'est pas le cas autrement. Donc on peut avoir des surprises, et à mesure qu'on aura plus de sensibilité, donc capacité à faire ces tests avec de plus en plus de précision, on va pouvoir étudier ça de près. Et puis un dernier élément aussi très important pour l'avenir, c'est que les ondes gravitationnelles nous donnent un moyen de mesurer l'expansion de l'univers localement. Donc pour faire ça, en fait, on a besoin de comparer la distance d'un objet à la vitesse à laquelle il s'éloigne de nous. Et le signal d'onde gravitationnelle va nous donner accès directement à la distance à laquelle il se trouve, pas à la vitesse, mais en particulier pour ces événements multimessagers où on a aussi de la lumière. Là, du coup, c'est facile d'avoir accès à la vitesse d'éloignement via le décalage de fréquence de la lumière, et donc nous permet de faire cette mesure du taux d'expansion de l'univers, ce qui a priori est pas du luxe, parce que évidemment c'est quelque chose que les cosmologues font, hein, ils nous ont pas attendu pour mesurer l'expansion de l'univers, loin de là. Le souci, c'est que en gros les cosmologues ont 2 grandes méthodes pour mesurer le taux d'expansion de l'univers, et qu'elles ont le mauvais goût de pas être
tellement d'accord entre elles, et plus le temps passe, et moins elles ont l'air d'être d'accord entre elles. Et du coup, c'est quand même un vrai souci. Donc là, on a potentiellement un moyen indépendant de faire aussi cette mesure et d'essayer d'y voir plus clair avec un peu de chance. Voilà, donc juste pour boucler la boucle avant de conclure, donc juste vous remontrer qu'entre les enjeux scientifiques et les enjeux instrumentaux, on a toujours une relation qui est très forte, hein, et que si on veut progresser sur la science qu'on peut faire, on a besoin de progresser sur les instruments. Donc le premier enjeu, évidemment, c'est la sensibilité, hein. Meilleurs sont nos détecteurs, c'est-à-dire plus ils sont sensibles, plus on va être à même de détecter de signaux et caractériser la population des sources. Plus les événements proches, ils vont être mesurés avec un signal qui ressort bien et qui est moins perturbé par du bruit de mesure, et donc on va pouvoir faire des tests de précision. Et puis, avec une meilleure sensibilité, on peut aussi espérer détecter d'autres types de sources d'ondes gravitationnelles que ces systèmes binaires qu'on détecte aujourd'hui, qui sont les plus intenses, mais il y a d'autres types de sources moins intenses dont on aura besoin de détecteurs plus sensibles pour les détecter. Mais donc la sensibilité, c'est une chose, mais on a aussi besoin d'étendre la gamme de fréquences où nos détecteurs sont sensibles. En particulier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on disait que à mesure que les sources sont de plus haute masse, ça amène le signal à plus basse fréquence. Donc si on améliore notre sensibilité à plus basse fréquence, on peut accéder à des systèmes de plus haute masse. On peut aussi mieux mesurer les paramètres de chaque source. Parce que si on observe le signal depuis une fréquence plus basse, on va pouvoir mesurer un beaucoup plus grand nombre de cycles et donc mieux mesurer les paramètres de la source. Si on améliore notre sensibilité à haute fréquence, on peut espérer détecter les ondes gravitationnelles qui sont encore émises après la fusion. Voilà, ça s'arrête pas net, mais il y a encore un petit signal qui est très peu intense, qui serait intéressant de détecter. Après, il y a des enjeux donc au niveau de réseau de détecteurs, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'un réseau et autant de détecteurs que possible pour pouvoir observer un peu en continu quand on est en période d'observation, et puis surtout avoir le plus d'observations possibles qui sont faites avec au moins 3 détecteurs pour pouvoir bien localiser les sources dans le ciel, ce qui est très important pour pouvoir développer cette approche multimessager où on croise ondes gravitationnelles et signaux électromagnétiques qui sont vraiment puissants pour pouvoir faire de la physique derrière. Et puis aussi tous les efforts qui sont faits pour pas juste explorer la partie haute du spectre d'ondes gravitationnelles, mais aussi aller voir d'autres longueurs d'onde à plus basse fréquence. Voilà, donc en conclusion, j'espère que je vous ai montré, vraiment montré, mais illustré que pour arriver à mesurer des déformations de l'espace à une échelle de 10 puissance moins 21, il fallait vraiment des détecteurs extrêmement sensibles, et ça n'a pas été facile, ça a été long, et ça reste difficile, hein. Il faut voir que pour continuer à faire progresser ces détecteurs, ça reste difficile. Aussi, ouvrir de nouvelles gammes de fréquences, c'est un défi, mais tout ça, c'est très important pour continuer à explorer ces nouvelles voies que ça a ouvert pour faire de l'astrophysique, faire de la cosmologie, répondre à des questions de physique fondamentale. Et donc voilà, on a un programme scientifique qui est très riche, qui a déjà donné beaucoup de beaux résultats, mais qui va continuer avec plus de détecteurs, des détecteurs plus sensibles, et puis avec un contexte multimessager et multilongueur d'onde. Et voilà, aussi un potentiel de découverte associé aux grandes énigmes de la physique contemporaine. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour pouvoir qu'on ait le temps de discuter et répondre à vos questions. Donc je vous remercie beaucoup de votre présence attentive. Je pense qu'on vous souhaite merci.